Chers Algériens, chères Algériennes, bienvenue sur Canal 22. C'est la haute saison et c'est notre dernier épisode du débat. Avant de prendre 3 semaines de vacances, ce ne sera qu'un break pour nous ressourcer et vous revenir plus forts et déterminés. C'est l'occasion de revenir aujourd'hui sur le tourisme local en Algérie, ce domaine un peu oublié du gouvernement algérien. Au premier jour de l'ouverture des frontières entre la Tunisie et l'Algérie, une réouverture synonyme de grand retour des touristes algériens vers la Tunisie, puisqu'1 million d'Algériens sont attendus cet été en Tunisie, selon les prévisions du syndicat algérien des agences touristiques. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de rush au poste frontière de Oumtboul ce vendredi. C'est ce que rapportent nos confrères de Radio M à partir du poste frontière. Selon eux, un journaliste en mission a été interdit par les policiers de filmer les formalités de passage. Un dispositif sécuritaire, la partie algérienne, un dispositif sécuritaire filtrant a obligé des dizaines de voitures à rebrousser chemin pour absence de passe sanitaire pour les voyageurs. À la même semaine de l'annonce de l'ouverture des frontières après une longue période de fermeture, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Yassine Hamadi a appelé les établissements hôteliers à réadapter leurs prestations et ce conformément à la concurrence nationale et régionale. Ce sont les volets que je vais aborder avec mes deux invités, Monsieur Jamal Attar, citoyen défenseur de la diaspora algérienne, bienvenue, et Azouab Chemrouk, militant politique, bienvenue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner une dernière information, une nouvelle, je pense, positive. Hadja El-Habib, une Algérienne nommée au poste de ministre des Affaires étrangères en Belgique, une femme avec un parcours rempli d'engagement. Je commencerai avec vous, Monsieur Attar. Un commentaire cette nomination est une fierté pour la communauté algérienne, de l'étranger bien entendu, dans la mesure où cette communauté algérienne, elle regroupe que ce soit les immigrés, les enfants d'immigrés, les binationaux et même les descendants des anciens déportés algériens, en particulier ceux de Calédonie. Oui. Donc c'est une très grande fierté. Et les Algériennes et les Algériens de l'étranger ont fait preuve, pas uniquement politique, dans tous les domaines. Qu'est-ce que cette nomination renvoie à la communauté algérienne, en tout cas, ou à l'Algérie? On va attendre ce qu'elle va faire aussi pour la communauté algérienne à l'échelle locale, bien entendu. C'est pour cela que personnellement, je milite pour cela depuis des décennies, afin de, quitte carrément à créer une nouvelle fédération des Algériens de France et de l'étranger, et de constituer cette force citoyenne et politique à l'échelle locale dans les pays d'accueil, comme dans notre pays d'origine. Parce qu'en réalité, les droits de la communauté algérienne de l'étranger, ils sont bafoués à l'échelle locale comme en Algérie. On va y revenir, Monsieur Jamal Attar. Azouab Chemrouk, bienvenue encore une fois. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Et puis, je souhaite un Saha Eid Koum pour le peuple algérien et pour les musulmans. Pour répondre à votre question, je pense que s'il y a un principe qui a été consacré par la nomination de cette ministre des Affaires étrangères, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant qu'elle soit nommée, c'est le principe de la consécration, c'est la consécration d'un principe qui s'appelle la citoyenneté. Donc, au fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on est en Europe, c'est le continent des libertés, le continent des valeurs universelles. Et je suis certain que cette femme d'origine algérienne a été nommée par ses qualités, par sa compétence, nonobstant toute origine, toute ethnie, ou toute religion. Donc ici en Europe, c'est le principe de la citoyenneté qui prime. Et j'en suis sûr qu'il ne faut pas aussi qu'on se fasse des illusions. Et elle est là, elle est nommée en tant que ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Oui. Donc elle va servir les intérêts de la Belgique. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions qu'elle va servir les intérêts d'une population ou d'une ethnie ou d'une origine. Certainement qu'elle a été nommée donc, pour servir les intérêts de la Belgique. Peut-être que
il y aura peut-être des clins d'œil à la communauté algérienne établie en Europe, mais je suis persuadé qu'elle va servir les intérêts de son pays. Et il est de son droit, il est de son devoir de le servir, peu importe son origine, parce qu'elle est considérée comme citoyenne belge de prime abord. Et puis, ça nous renvoie à quelque chose qui, malheureusement, c'est-à-dire la situation politique algérienne. C'est-à-dire qu'on aurait souhaité que cette femme soit nommée dans un État démocratique en Algérie. On aurait souhaité que son père ne soit pas obligé d'émigrer en Belgique. Voilà, c'est ce qu'il faut penser. Si on revient un peu à l'histoire, pourquoi son père avait émigré en Belgique? Parce qu'il n'y avait pas une situation favorable en Algérie. Donc il était parti chercher un avenir meilleur pour ses enfants. Et aujourd'hui, sa fille le retrouve pleinement. Donc j'aurais aimé aussi que ce soit le cas en Algérie, mais malheureusement, le système politique algérien et ses lois ne permettent pas à un Algérien qui a acquis sa noce. D'abord, d'acquérir la nationalité algérienne, c'est quasiment impossible, même d'affiliation par le mariage. Par le mariage et l'affiliation de la femme. Bon, ils ont changé, je crois, le code en 2005, il y a eu des avancées, mais on ne peut pas devenir algérien. C'est-à-dire qu'à part être algérien par affiliation 2-3 générations, on ne peut pas le devenir par la citoyenneté. Donc, chose qui actuellement, qui pourrait, je parle conditionnel, ou je parle même en affirmatif, qui ne pourra jamais se passer actuellement en Algérie, c'est-à-dire que de voir un citoyen d'un autre pays qui vient servir l'Algérie devenir ministre ou devenir algérien, parce qu'en fait, dans les pays qui respectent les valeurs universelles, on mesure la citoyenneté par rapport aux apports qu'on apporte à la société et non pas au passeport qu'on a dans sa poche. Nous avons en Algérie des ministres au sein du gouvernement actuel ou des anciens gouvernements, des ministres qui sont nés en Europe, qui ne sont pas nés en Algérie, mais qui sont... Sauf que, il faut le savoir, c'est interdit par la loi. Bien sûr, la loi binational, c'est interdit. C'est interdit par la loi. Après, il y a, donc, il y a des subterfuges pour camoufler et tout, mais c'est interdit par la loi qu'on ait une nationalité autre qu'algérienne pour avoir accès à des hauts fonctions de l'État algérien. On va revenir au sujet du tourisme local, mais avant vous, monsieur Jamal Attar, vous qui êtes médecin, qui êtes docteur, oui. Est-ce que l'ouverture des frontières avec la Tunisie vous inquiète? Personnellement, ça m'inquiète dans la mesure où il y a actuellement une recrudescence de beaucoup de variants de ce Covid-19. Il y a une recrudescence et par conséquent, dans la mesure, avec tout le respect bien entendu que j'ai pour la Tunisie et le peuple tunisien, il y a aussi une grande différence sociale du point de vue vie sociale entre les Algériens et les Tunisiens. Et par conséquent, c'est un terrain propice pour la contamination aussi. Il aurait été plus judicieux soit de penser un véritable tourisme interne algérien, soit parce que l'ouverture vers la Tunisie, personnellement, ça reste mon avis, ce n'est pas une ouverture. Si on ouvre aux Algériens, qu'on essaye d'ouvrir pour les Algériens comme jadis, qu'ils vont là où ils veulent y aller, pas uniquement vers une frontière d'un pays à côté. D'ailleurs, la communauté algérienne en paye le prix. Il faudrait que le pouvoir d'achat suive, il faudrait que beaucoup de lois suivent pour que les Algériens puissent, là, ce n'est pas question de frontières, c'est plutôt une question de moyens, pour que les Algériens puissent voyager où ils veulent, que le voyage ne soit pas un luxe pour les Algériens. Déjà, cela joue. C'est normal, il faut avoir les moyens pour sortir, mais quand on essaye de défendre ces Algériens et de leur permettre de sortir, qu'on leur permet de sortir, que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs, pas uniquement en Tunisie. Parce que là, la Tunisie, l'Algérie, c'est fermé. Ça veut dire que la famille algérienne est fermée. Et qu'attendent ces responsables en charge du tourisme pour développer déjà le tourisme algérien,
à l'intérieur du pays et ouvrir aussi, permettre aux Algériennes et aux Algériens de sortir là où ils veulent, pas uniquement dans un pays frontalier. Pas uniquement dans un pays frontalier, dans la mesure où aussi la communauté à côté, comme je suis un des défenseurs de la communauté algérienne de France et de l'étranger, même les immigrés n'ont même plus le droit de recevoir, quand ils sont malades ici, ils n'ont même pas le droit, leurs enfants, leurs familles n'ont pas de visa. Ils ne peuvent même pas voir leurs enfants. Est-ce que vous pensez que c'est la partie algérienne qui bloque pour le visa? C'est de sa responsabilité. C'est de la responsabilité de la partie algérienne de prendre les mesures nécessaires. Mais ce sont les autorités françaises qui délivrent les visas. Je pense que les deux pouvoirs, qu'ils soient algériens ou occidentaux, ils sont en relation. D'autant plus que la situation actuelle met l'Algérie dans une situation quand même, du point de vue énergétique, dans une certaine force de négociation. Ce qui peut être un point positif pour l'Algérie. Exactement. Azwa Ouchmelouk, est-ce que l'ouverture des frontières vous inquiète? Non, après, du côté sanitaire, je ne pourrais pas vous dire grand-chose que ce qu'a dit mon ami Jamel, mais de sa fonction, de par sa fonction qui est de médecin. Moi, j'aimerais revenir déjà au contexte. Pourquoi on ouvre aujourd'hui les frontières algéro-tunisiennes? Alors que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les coulisses, vous avez dit que, je crois, en mois de... Ce qui se dit dans les coulisses reste dans les coulisses. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une blague. On discutait justement, et puis au mois d'avril, c'était 0 cas, je crois. Il y avait 0 cas. C'est ce qu'on annonce. Ce qu'on annonçait d'après les chiffres officiels. Oui, d'après les chiffres officiels. Alors qu'aujourd'hui, je crois, c'est dans les dizaines, une quinzaine de cas, c'est ça? Aussi entre 20 et 25 depuis des mois. Pourquoi on n'avait pas ouvert le mois d'avril? Je pense que ça répond à une question politique. Je crois que d'abord, c'est dans la négociation à haut niveau entre l'État algérien et l'État tunisien. Et une des peut-être des questions qui a été évoquée, c'est savoir que la venue du président tunisien, déjà, Kais Saïd, sa participation aux festivités du 5 juillet, et puis en contrepartie, l'ouverture des frontières algériennes pour les touristes algériens. Ça va être une bouffée d'air pour l'économie tunisienne qui en pâtit actuellement. Donc, en fait, l'Algérie cherche quand même cherche des alliances étrangères parce qu'au fait, il n'y a personne qui veut aujourd'hui, aucun État qui veut s'aventurer à aller visiter Alger actuellement, notamment avec ce qui s'est passé le 12-12-2019. Donc, il n'y a aucun État qui veut cautionner ce pouvoir. Et donc, l'Algérie, je crois, à l'international, essaye de se donner une image un peu... le pouvoir algérien essaie de se donner une image, donc il a invité le président tunisien. Et c'est géopolitique et géostratégique, parce qu'au fait, comme on a des problèmes avec notre voisin de l'Ouest, donc on peut montrer que le voisin de l'Est, voilà, on établit de bonnes relations avec. Et puis, pourquoi on a ouvert voilà, donc ça répond à cette question, mais il faut aussi évoquer le fond du problème. Pourquoi les Algériens attendaient cette annonce pour y aller justement se ressourcer en Tunisie? Pourquoi nous, on n'a pas d'infrastructure adéquate? Pourquoi le coût du tourisme algérien, bon, si on en a, bien sûr, si on a du tourisme, coûte excessivement cher pour un Algérien qui est juste à des centaines de kilomètres, peut-être même pas à des dizaines de kilomètres de la côte, une côte qui fait 1200. Mais d'ailleurs, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yassine Hamadi, a appelé, c'était à la même semaine de l'annonce de l'ouverture des frontières avec la Tunisie, il a appelé, en tout cas, il avait effectué une visite dans certains établissements hôteliers en Algérie, et il a appelé à
en tout cas au chef de ces établissements, à baisser les prix. N'est-il pas un aveu implicite de la cherté des prix ou des prix proposés par ces établissements par rapport au pouvoir d'achat des Algériens? Je voudrais savoir, est-ce que c'était un appel ou c'était une instruction? Il recommandait. Recommandé, donc après, bon, un ministre pourrait recommander, mais voilà, comme vous le dites, c'est un aveu comme quoi les prix étaient exorbitants, notamment en ce qui concerne le tourisme en Algérie, parce qu'il y a un manque de concurrence, il n'y a pas d'infrastructure, mais aussi ça revient toujours au contexte politique, c'est que les politiques algériens n'ont jamais voulu investir, ne serait-ce dans tout ce qui est production nationale, tout ce qui n'est pas importable. Le tourisme n'est pas importable par essence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas importer un pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le Sahara, on ne peut pas l'importer. Donc c'est des choses sur lesquelles, normalement, en principe, le pouvoir algérien devrait investir parce qu'il n'y a pas de concurrence étrangère. Alors que le Sahara, il n'y a pas un autre Sahara que le désert algérien. Il y a d'autres déserts, mais il n'y a que le désert algérien qui est algérien. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut investir et on ne risque pas de concurrence étrangère. Ce n'est pas un produit qui est exportable ou importable. Donc, mais le pouvoir algérien n'a jamais voulu. C'est parce que c'est dans sa politique, il faut qu'il reste le premier employeur, employeur d'une manière générale. Il ne faut pas que le privé se distingue et prenne les choses en main et soit le premier employeur et le premier créateur de richesse. Aujourd'hui, le pouvoir algérien se le permet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une rente qui est totalement en dehors de la création de richesse, qui est la création de richesse de la société, donc qui est le pétrole. Le pétrole, aujourd'hui, le pouvoir algérien s'assoit sur une manne pétrolière assez conséquente qui lui permet de ne pas engager des politiques d'investissement dans le tourisme ou d'investissement dans la production nationale d'une manière générale. Et pourquoi? Pour les raisons que je vous ai évoquées, parce qu'il y a des raisons politiques qui ne veulent pas que le pouvoir soit otage et soit pris dans ce piège de production nationale, de création, c'est-à-dire que l'opérateur privé soit le premier créateur de richesse. Parce que demain, s'il y a un problème politique, le peuple refuse, enfin le créateur de richesse algérien refuse de payer ses impôts, l'État ne trouvera plus de finances pour financer son fonctionnement d'une manière générale. Mais aujourd'hui, le pouvoir a toujours essayé à ce qu'il soit le premier créateur de richesse et le premier employeur. Donc si vous êtes un opposant politique et vous travaillez dans le privé, il peut vous mettre des pressions. C'est-à-dire que mettre des pressions, même si vous êtes salarié dans le privé, peut mettre des pressions sur votre employeur pour qu'il vous licencie. Je vais faire le parallèle avec le journal El Watan qui subit des pressions. Son président-directeur général, on a eu le plaisir de l'avoir à l'antenne hier. Et il parle de redressement fiscal, il parle d'une volonté politique de fermer définitivement cette voie. C'est ce qui s'est passé avec Liberté. On est dans une, excusez-moi, j'accapare un petit peu la parole, mais on est dans un processus de totalitarisme, de totalitarisation du pays. C'est qu'on ne le voit pas parce qu'on le vit petit à petit. Mais vous vous rendez compte qu'on n'a plus Liberté, le journal Liberté, et peut-être dans quelques jours, on n'aura plus le Watan. C'est exactement ce que fait le pouvoir. C'est que le Watan, enfin, la presse d'une manière générale, vivait des subventions de l'État, c'est-à-dire par le biais des publicités. Donc il a la main mise sur la publicité, ce qui représente une grande rentrée d'argent pour les journaux, pour la presse d'une manière générale, et lui coupe ça, et plus de journaux, plus de médias. Si vous allez dans son sens, il n'y a pas de problème. Donc vous avez tous les privilèges de la publicité, enfin des subventions et des aides. Si vous n'allez pas dans son sens, et ben voilà, vous n'aurez rien du tout. Et puis voilà, c'est la fermeture administrative. Et puis voilà, malheureusement. Jamal Attar ? La liberté d'expression, elle est malmenée. Elle est vraiment malmenée. C'est pourquoi ça touche des journaux, alors que normalement, si on veut vraiment démocratiser cette Algérie et aller à une véritable démocratisation, il faut respecter les libertés
toutes les libertés, sans exception, y compris celles des journaux, des radios et des télés. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut que ce pouvoir laisse ces gens s'exprimer. Et c'est par la suite dans le débat qu'on peut arriver à un véritable consensus national, et aller à une véritable plateforme de changement du mode de gouvernance en Algérie. C'est de cette manière. Si on bafoue les libertés, et en particulier la liberté d'expression, on n'y arrivera jamais. Et comme l'a dit mon ami, on restera toujours dans le totalitarisme. Voilà. Pour revenir aux recommandations du ministre du Tourisme, ne serait-il pas plus judicieux de prendre des mesures pour favoriser le tourisme local et offrir des formules pour toutes les bourses? Ben oui, bien sûr, parce qu'en réalité, ce n'est pas toutes les Algériennes et tous les Algériens qui vont se permettre d'aller en Tunisie, ni en bordure de mer. Parce que si on regarde les salaires de la majorité des Algériennes et des Algériens, ils sont tellement bas. Ils sont tellement bas qu'ils ne peuvent que subvenir à faire nourrir uniquement leur famille et encore, s'ils y arrivent. Parce qu'avec l'augmentation des prix de l'alimentaire, en commençant par la semoule, qui est l'aliment de base, et avec la crise de l'Ukraine, le manque de blé, donc comment voulez-vous que ces Algériennes et ces Algériens aillent passer des vacances en Tunisie? C'est donné à une partie infime qui a de l'argent, qui s'est faite de l'argent. Alors que moi, je connais des cadres algériens. Monsieur Haddar, ceux qui ont l'argent, ceux qui peuvent se permettre ne vont pas en Tunisie, mais ils vont ailleurs. C'est les familles moyennes qui choisissent d'aller en Tunisie parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant et moins cher de passer une semaine en Tunisie que de la passer en Algérie. Quand vous avez un taux de chômage à 15%, déjà ces chômeurs, 15%, nous sommes à 15%, un peu plus de 15% de chômeurs en Algérie. Donc si on fait le calcul, c'est le quart des Algériennes et des Algériens déjà qui ne vont jamais en vacances. Et même aller passer une journée à la plage, une plage ordinaire, il faut payer le parasol, il faut louer une place, il faut payer le parking. Pourquoi ces pratiques-là échappent au contrôle? Il n'y a pas de prix réglementé, il n'y a pas de tarification précise en tout cas. C'est l'économie de bazar. Pour répondre à votre question, justement, par rapport au tourisme, c'est qu'il faut savoir, je pense qu'il y a trois principales raisons qui laissent à ce que le tourisme algérien reste là où il est. D'abord, il y a la raison politique. J'ai évoqué tout à l'heure quelques éléments, mais il y a la raison politique, c'est-à-dire que le pouvoir en veut pas. Il n'a pas de raison à ce qu'il aille dans le sens de développement d'un tourisme, pour des raisons politiques, parce qu'il a une manne. Il a une manne pétrolière, donc il n'a plus besoin de rentrée d'argent, de rentrée de devises. Il y a l'aspect culturel, c'est-à-dire que vous avez parlé du tourisme local, mais qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qu'on a proposé concrètement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit toutes les traditions, c'est-à-dire que toutes les fabrications traditionnelles, toutes les choses traditionnelles disparaissent, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus rien, c'est-à-dire que même la transmission de savoir-faire n'existe plus, que ce soit d'une manière traditionnelle, même industrielle. C'est-à-dire qu'à un certain moment dans l'histoire récente algérienne, il y avait quand même un certain savoir-faire industriel qu'on a acquis. Il est disparu. Dans les 30 dernières années, il a disparu. Vous avez le savoir-faire traditionnel. Et également, il a disparu. Donc, on n'a rien à... Enfin, je ne dis pas, bon, peut-être que je caricature, mais il n'y a pas grand-chose. On n'investit pas. C'est-à-dire que le produit à offrir aux touristes étrangers, presque on ne l'a plus. Et vous avez aussi les infrastructures. C'est-à-dire que
c'est pratiquement un pays, le 9e pays au monde, et en termes d'infrastructure, c'est quasiment rien dans ce qu'on a, par exemple. C'est pour ça que ça permet à ces opérateurs... Le 9e pays en termes de quoi? De superficie. De superficie. Superficie, excusez-moi, j'aurais dû le préciser. C'est-à-dire que 9e pays en termes de superficie, et quand vous voyez le nombre d'infrastructures qu'on a hôtelières, d'une manière, touristique d'une manière générale, et on n'a quasiment rien du tout. C'est ce qui permet justement à ces opérateurs économiques d'avoir la même mise sur le marché et de faire leur loi. Et puis, on n'ordonne pas, on ne recommande pas aux opérateurs économiques de baisser les prix. Parce qu'au fait, sinon, ça serait une économie dirigée. C'est-à-dire qu'on revient au dirigisme, on revient à l'économie ce n'est plus l'économie de marché, c'est l'économie dirigée. Bon, je ne sais plus comment on appelle ça en arabe, mais bon, voilà. Au dirigisme, ça veut dire que c'est l'État qui décide des politiques à mener. L'État peut inciter, il n'y a pas de problème des gens, mais on ne demande pas, on ne recommande pas, on n'ordonne pas, on fait, on développe. Il faut actionner des mesures. On développe, on fait en sorte à ce que la concurrence soit loyale, on fait en sorte à ce que le marché soit ouvert à d'autres opérateurs. On ouvre le marché, c'est ça, c'est-à-dire le fond du problème, et c'est ça la clé pour y aller. Mais le pouvoir ne le veut pas. Il y a un autre aspect qui est le dernier, et c'est l'aspect culturel, cultuel ou religieux. Il faut le dire aussi, c'est que nous, notre culture, c'est-à-dire que la culture qui est, si on peut dire, sociétale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des étrangers. On se dit ça, c'est qu'il y a un discours qui est véhiculé dans la société, c'est-à-dire qu'on se satisfait nous-mêmes. Alors que ce n'est pas vrai, il faut s'ouvrir au monde. Et puis vous avez l'aspect religieux. L'aspect religieux, c'est que pendant les années, la décennie noire, ça a fait en sorte à ce que l'image de l'Algérie soit ternie à l'extérieur. Parce qu'au fait, avant la décennie noire, il y avait des touristes qui venaient en Algérie. Mais avec la décennie noire, l'image de l'Algérie, elle est ternie. Vous savez, aujourd'hui, pour qu'un Américain ou un Australien reconnaisse l'Algérie, vous savez, il la reconnaît comment? Il faut lui dire que c'est le pays entre la Tunisie et le Maroc, malheureusement, parce que les gens ne connaissent même pas l'existence du 9e pays en termes de superficie. Donc d'abord il y a cette image, et puis il y a les instances consulaires, c'est-à-dire que les institutions consulaires, les représentations consulaires, l'ambassade ou le consulat, qui ne font pas leur travail. Ils sont payés des fortunes, mais qui ne font pas leur travail d'y aller, c'est-à-dire que de faire connaître l'Algérie. De faire connaître l'Algérie. Donc en fait, le problème est tellement structurel que sa résolution, il en faut vraiment des années et puis il faut changer la mentalité. Il faut donc changer la mentalité et culturelle et cultuelle, c'est-à-dire qu'en termes religieux, parce que faut le dire aujourd'hui, le religieux freine beaucoup l'évolution ou le développement touristique en Algérie aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des polémiques par rapport à celui qui porte un short. Mais vous voyez, c'est aberrant, c'est dingue là où on est arrivé. Pour avoir porté un short, on est lynché. Mais vous voyez à peu près donc au fait, on est rentré dans une crise multidimensionnelle, enfin, si on parle que du tourisme, qu'il faut résoudre tous les problèmes et culturels, et politiques, et culturels. Voilà. Oui, bien sûr. Et pourtant, les Algériennes et les Algériens en 2019 ont montré leur grande capacité d'ouverture en matière de respect de toutes les libertés, y compris culturelles. En 2019, quand le peuple est sorti dans les rues, il y avait des gens de tous les bords et tout le monde s'acceptait. Malheureusement, les années passent du Hirak et des gens ont essayé de monter sur ce Hirak qui était vraiment citoyen. C'était un Hirak véritablement citoyen qui venait du fin fond de la population. Et certaines personnes, certains groupuscules ont essayé de monter sur ce Hirak pour en faire leur cheval de bataille pour avoir le pouvoir. Je passerai à une autre. Vous avez parlé
vous avez parlé de pouvoir en matière de tourisme, de totalitarisme. Il est vrai que les 2 dernières décennies, le système a créé aussi à côté un véritable lobbying, de véritables lobbies de gens qui se sont accaparés le domaine du tourisme. On voit, il y a certaines structures dans les côtes. Au niveau des côtes, il y a des structures privées, mais ils ne veulent pas qu'il y ait une ouverture encore beaucoup plus en matière de tourisme afin de garder le monopole, comme ça a été fait depuis 1962 dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a eu toujours un monopole, un véritable monopole de certaines personnes qui se comptent sur les doigts d'une main. Vous parlez des clubs des pins, peut-être? Pas uniquement. Pas uniquement le club des pins. Mais sur la côte Est... Elle est connue, cette zone, pour être... Sur la côte Est, il y a des privés, mais ils ne veulent pas aussi. Ils ne veulent pas qu'il y ait la création de nouvelles structures. Il est vrai que le pouvoir aussi y est mêlé. Certaines personnes du pouvoir sont mêlées dans ce business. C'est un business, c'est un véritable business, c'est une véritable mafia politico-économique. C'est une véritable mafia politico-économique qui ne gère pas uniquement le tourisme, pratiquement tous les domaines. Tous les domaines. C'est pourquoi on n'avance pas. C'est pourquoi on n'avance pas. Voilà, c'est tout ce que... Merci, M. Djamel Attar. Ezwa Choumour, vous avez parlé de savoir-faire qui est perdu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Bon, après, franchement, je pourrais vous dire juste ma vision de politique. Je ne suis pas un sachant en la matière, c'est-à-dire que... Mais je sais qu'une chose, c'est que le savoir-faire traditionnel, c'est que il y a des traditions, il y a des métiers, l'artisanat que nos aïeux maîtrisaient et il n'y a pas eu de transmission, malgré que vous allez trouver. Bon, après, je peux comprendre de ceux qui ont choisi un autre métier, c'est-à-dire que les enfants qui ont choisi d'autres métiers, d'autres professions, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, c'est que parfois on trouve des enfants qui n'ont rien, qui n'ont aucun diplôme, mais qui délaissent, c'est-à-dire la profession du père ou de la mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transmission de ce savoir-faire. Et puis vous avez le savoir-faire industriel, c'est qu'il y a eu des usines, enfin, ce qu'on appelait, peut-être que, bon, je ne connais pas trop l'industrie industrialisante des années 70, et, bon, c'était une politique vouée à l'échec dès le début, mais il y a eu quand même un savoir-faire, et puis il y a eu un savoir-faire post-indépendance. C'est-à-dire qu'il y a eu des Algériens qui maîtrisaient des métiers que eux-mêmes ont hérité du colonialisme, c'est-à-dire que des pieds noirs. Et avec le temps, on ne les retrouve plus, ces métiers-là. Et justement, parce qu'il y a une politique... Vous pouvez nous citer des exemples? Alors, je peux vous dire, par exemple, moi, connaissant bien le métier de la couture, du prêt-à-porter, venant de ce métier-là, je sais que le métier de la couture, enfin, l'Algérie exportait à un moment, enfin, pendant le colonialisme, des tissus. Je sais que l'Algérie était à un moment donné il s'auto-satisfaisait à un moment, pendant même post-colonial, c'est-à-dire en termes d'habillement, en termes de vêtements. Mais aujourd'hui, on importe... je peux vous dire peut-être dans les 80, sans exagérer, dans les 90-95% de ce qu'on met. Vous voyez à peu près, c'est-à-dire qu'il y a eu, notamment avec les années 90, avec la restructuration du gouvernement économique qui a été imposée en fait par le FMI, parce qu'on n'avait pas le choix, on était en cessation de paiement, on n'avait pas le choix, donc on était obligé de... Et du coup, on a vu que des sociétés qui ont été vendues à un dinar symbolique, mais qui produisaient rien. Donc on a vu, et pourtant le domaine de textile, c'est un domaine qui fait travailler beaucoup de personnes, parce qu'en fait, derrière une machine, il faut un humain. Et c'est vraiment un secteur qui recrute
beaucoup d'ouvriers. Mais malheureusement, on l'a délaissé. Moi, je vais vous raconter à titre d'anecdote. Une fois, j'interviens sur une radio algérienne qui est nationale, et on me pose la question en ma qualité d'opérateur économique dans le secteur de textile. Et puis, il y avait un invité, j'écoutais, je n'intervenais pas simultanément, mais que j'ai écouté. Il disait, en plus, c'était un fonctionnaire, je pense, le ministère de l'Industrie, quelque chose comme ça, qui était en charge du textile, du secteur textile en Algérie. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que de toute façon, le secteur textile, c'est une bataille perdue en faveur des Asiatiques. Alors qu'il est tenu défendre les intérêts des opérateurs économiques algériens qui faisaient travailler. Parce qu'au fait, très grave erreur. Oui, parce que vous voyez, donc c'est un aveu d'échec et c'est une reconnaissance de faiblesse. Donc il est dans son rôle et dans son devoir de développer l'économie et la production nationale, parce que la production nationale, elle est créatrice de richesse. Elle fait travailler des Algériens. Ces Algériens payent leurs impôts en Algérie, achètent algériens, payent. Vous voyez, donc il y a ça. Donc c'est l'épanouissement de la famille algérienne. Quand il y a une production algérienne, c'est tout ça qu'il y a derrière. Quand on importe, c'est vrai que le prix est beaucoup moins cher, mais c'est la famille, parce qu'à chaque dollar investi en importation, c'est un bonheur créé ailleurs, et non pas en Algérie. Donc, quand on voit ces gens qui sont hautement placés et pas bien placés, malheureusement, disent ce genre de discours, mais qu'est-ce que vous faites dans votre poste? Vous voyez? Donc, c'est à nous de défendre, alors qu'on a tout. C'est-à-dire qu'en Algérie, on a l'impression que on a l'État qui est censé défendre les intérêts du peuple algérien d'une manière générale, qui est devenu une entrave à son épanouissement. Donc voilà l'explication que je peux vous dire. Justement, merci beaucoup. Justement pour exemple... Vous n'avez plus besoin de mes questions, allez-y, répondez directement. Avant les années 90, Yves Saint-Laurent importait le tissu de Khenchla. Et il importait les cuirs de Béjaïa. Ça, c'est uniquement pour exemple. La chemise de Béjaïa était Pierre Cardin fabriquée en Algérie. Pierre Cardin. Pour vous dire. Donc, connaissant ce milieu, je sais à peu près, et pourtant c'est un milieu créateur de richesse, et surtout, il embauche, recruteur. Un des secteurs les plus recruteurs, c'est-à-dire que si on avait investi, malheureusement, on a trouvé même des sociétés nationales devenu quasiment rien, c'est-à-dire que au bout de quelques années, au bout de quelques décennies, on n'a plus rien, c'est-à-dire tout le tissu industriel est parti, tout le savoir-faire est parti. C'est-à-dire que moi j'étais confronté pour réparer des machines, de faire appel à des retraités. Vous voyez? C'est-à-dire de faire appel à des retraités qui n'arrivaient même pas à voir, à bien voir c'est-à-dire ce qu'ils faisaient, parce que tellement ils étaient vieux. Parce que le savoir-faire n'est pas transmis aussi. N'est pas du tout transmis. C'est-à-dire que le savoir-faire, après, ce n'est pas la faute à nos aïeux. C'est la faute à qui? La faute est multidimensionnelle. Parce qu'un savoir, il faut capitaliser sur un savoir-faire. C'est exactement, vous savez, il y a Jean Baudin, c'est un philosophe français qui disait « Il n'est de richesse que l'homme ». C'est-à-dire que toute richesse que vous voyez sur Terre, elle est la création de l'homme. Et tout ce que vous voyez, c'est la création de l'homme. Si vous investissez sur l'humain, vous aurez une Algérie meilleure demain. Mais malheureusement, on n'a pas investi sur l'humain. L'humain, c'est qu'il y a une gabegie financière, on investit. Et donc, ça s'explique par... C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'État, la première, parce qu'en fait, l'État, c'est quoi l'État en réalité? L'État, ce sont les institutions que le peuple se donne. Pourquoi? Pour son épanouissement. Si l'État ne remplit pas sa fonction principale, je ne vois pas pourquoi on a des gouvernements, on a des ministères qui sont des ministères budgétivores pour ne rien voir sur le terrain. Et puis ça s'explique par le culturel, comme je vous l'ai dit. Il y a des gens qui se disent que le métier du père, c'est pas un métier, le métier, c'est pas un métier d'avenir, c'est pas un métier, ça fait pas gagner de l'argent rapidement. Nous, culturellement, c'est qu'on est censé chercher le gain facile, le gain rapide, et puis donc on cherche des subterfuges pour gagner de l'argent rapidement et facilement sans fournir aucun effort. Et ça aussi, il faut le travailler. Et malheureusement, dans notre société,
on favorise beaucoup plus on est beaucoup plus partisan du moindre effort que du mérite, malheureusement. Monsieur Jamal Attar, quel est le rôle de la diaspora algérienne dans le monde pour relancer en tout cas le tourisme local ou pour donner une meilleure image en tout cas de l'Algérie? À ce jour, la diaspora algérienne, elle a toujours donné à l'Algérie. À un certain moment, la diaspora algérienne de France, elle faisait rentrer jusqu'à 5 milliards de dollars par an. Donc, elle a toujours participer, elle continue à participer dans la mesure où un grand nombre de familles vivent de ce que rapportent ces Algériennes et ces Algériens de l'étranger. Alors que ces droits sont bafoués à l'échelle locale dans les pays d'accueil comme dans leur pays d'origine. Ce pouvoir ne donne aucune importance à cette diaspora algérienne. Nous n'avons jamais été bien représentés. La diaspora algérienne de l'étranger, parce que nous sommes presque 10 millions en Occident. Et nous n'avons jamais été bien représentés. Ni les gens qui ont été nommés à la tête de certaines institutions telles que les députés, etc., les députés de la diaspora algérienne, ne sont jamais venus voir ces immigrés, ces binationaux ou ces descendants des anciens déportés abandonnés en Calédonie et bien d'autres régions. Nous n'avons jamais été bien représentés. Et nos droits sont bafoués à l'échelle locale comme au niveau de notre pays d'origine d'ailleurs. D'ailleurs, l'on paye le prix fort et nous sommes les premières. Cette diaspora algérienne est l'une des premières victimes de ce système. Nous sommes les premières victimes, déjà du point de vue moral, parce que nous sommes partagés. Nous sommes partagés entre ici et là-bas. Qui de nous n'a pas sa famille là-bas? Qui de nous n'a pas un entourage familial ou voisinage, etc. là-bas qu'il a laissé et qu'il fait vivre d'ici? C'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours, ça fait 4 ans maintenant, sur la place République et sur pratiquement toutes les villes de France et même au-delà, au niveau de l'Occident, je me déplace un peu partout pour essayer de créer cette organisation comme l'ont fait nos aïeux. Nos aïeux, ils se sont organisés en fédération, l'ancienne fédération des Algériens de France. Malheureusement, maintenant, ces aïeux nous ont quittés. La Rabbi Yarhamam, en majorité, et cette fédération, elle est entre de mauvaises mains. Je les connais, puisque moi, je m'incruste un peu partout. D'ailleurs, mon ami m'a fait la remarque tout à l'heure. Moi, je me déplace et j'assiste à toutes les réunions, qu'elles soient du FLN, du FFS, du RCD. S'incruster n'est pas le bon verbe, je pense. C'est pas que je m'incruste. Je suis curieux. Je suis curieux et puis je pose les problèmes de cette diaspora algérienne qui n'est pas suivie. Cette diaspora algérienne, même si elle n'est pas... Nous sommes divers, c'est vrai. Nous sommes divers à tous les niveaux, qu'ils soient linguistiquement, qu'ils soient culturellement, qu'ils soient cultuellement, qu'ils soient politiquement. Mais nous devons nous unir et nous organiser. Nous devons nous unir et nous organiser en tant que communauté algérienne de France et de l'étranger afin de constituer cette véritable force citoyenne et politique à l'échelle locale dans les pays d'accueil comme dans notre pays d'origine. Nos droits, il faut qu'ils soient réglés. Les droits de cette diaspora algérienne, un immigré qui n'a pas le droit de recevoir ses enfants, on ne leur donne même pas de visa alors qu'il est malade, hospitalisé, il ne peut même pas rentrer chez lui. C'est cela, personnellement, c'est cela mon combat. Mon combat consiste à essayer d'unir et d'organiser cette diaspora algérienne afin de défendre ses droits à l'échelle locale comme dans le pays d'origine. Merci. Merci, Monsieur Jamal Attar. Ce sera, je pense, la dernière question que je vous pose pour cet épisode. Beaucoup de touristes étrangers se plaignent de la surveillance excessive qu'ils subissent durant leur séjour en Algérie, notamment dans le sud.
Est-ce que c'est l'Algérie qu'on sécurise ou plutôt on veille à ce que ces étrangers-là soient protégés de l'Algérie ou en Algérie? C'est pour moi aussi. Je vous donne, allez, on commence par vous. Je crois que les deux, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je crois que c'est pour les deux. Donc il faut savoir une chose, c'est que l'Algérie, c'est un pays, je le pense, peut-être que j'aurai des contradictions par rapport à ça, mais c'est un pays totalitaire, c'est un pays dictatorial. Il faut le dire, il faut l'assumer. Ça a toujours été le cas de toute façon, c'est-à-dire notamment après la décennie noire. Après la décennie noire, c'est vrai qu'on a toujours voulu sécuriser les étrangers, parce que les étrangers, on les a toujours sécurisés, ils étaient la cible du terrorisme islamiste. Donc il fallait les sécuriser. Donc ça, c'est concrètement une raison valable pour eux. Mais aussi, il fallait protéger la population algérienne de toute promiscuité internationale. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que l'Algérien, fallait pas que l'étranger il est vu d'un mauvais œil, en fait. Parce qu'en fait, c'est un pays tellement qui a gangréné la société par la police politique, par la paranoïa, donc c'est les pratiques de la police politique, donc tout ce qu'il pratique le pouvoir, donc il veut pas que ça soit pratiqué sur lui. Donc de tout ce qu'il a peur le pouvoir. Tous les étrangers qui viennent en Algérie, c'est une menace potentielle. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça existe dans tous les pays du monde, où on peut infiltrer un pays, où on peut espionner un pays via des journalistes, via des touristes. On peut se déguiser comme un touriste et puis y aller. Ça existe partout, mais ça existait en France, ça existe en Occident, même les pays occidentaux se le font. Il y a les États-Unis qui espionnaient l'Europe il y a quelques années. Mais quand on a un pays fort dans ses institutions, on n'a rien à craindre. Vous savez, là, ça me rappelle un pays qui s'appelle Corée du Nord. C'est-à-dire que, on est arrivé on est dans une espèce de paranoïa qui est créée dans la société algérienne, alors que tout étranger qui met ses pieds sur le territoire algérien ou sur le sol algérien est une menace potentielle, alors que non, il pourrait y avoir des amis de l'Algérie, mais comme on a des institutions qui sont fragiles, pourquoi? Parce que politiquement, elles ne sont pas élues démocratiquement, les institutions. Les institutions, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils se sont imposés. Donc, toute visite étrangère est vue comme menace, alors que ça se fait, c'est une pratique, c'est un usage que des espions, que des services de renseignement intègrent. On rentre dans un pays avec une valise diplomatique, il suffit d'être un ambassadeur ou un consul dans un pays, et en réalité, c'est des agents de renseignement, et ça se fait, c'est une pratique mondiale. Mais le problème, c'est que comme on a des institutions qui sont tellement fragiles parce qu'il n'y a pas le peuple derrière, ils se sont imposés. Donc ils ont cette crainte d'être déstabilisés par toute force. Je vais vous raconter une chose qui m'a frappé il y a quelques jours. Vous savez, il y a un problème, un incident diplomatique très très majeur entre la France et l'Australie. Parce qu'il y a eu une annulation d'un contrat de 55 milliards de dollars en faveur des États-Unis. Ça a créé un incident diplomatique majeur et ça persiste. Vous savez, je circulais dans les rues parisiennes et j'ai trouvé une publicité qui faisait la promotion du tourisme en Australie, au plein cœur de Paris. Vous imaginez ça en Algérie, une Algérie qui faisait la promotion tourisme marocain aujourd'hui? Vous imaginez ça? C'est improbable. Alors que, c'est pour vous dire, l'État dans lequel... C'est-à-dire qu'il y a des problèmes entre États, il n'y a pas de problème. Mais entre peuples, il n'y a pas de problème. C'est ça ce que l'Occident a mis en... C'est-à-dire que pratique en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes majeurs, franchement majeurs. Quand on annule un contrat à la dernière seconde de 55 milliards de dollars, c'est pas rien. Et ça a créé un incident majeur entre les deux pays. Mais les deux peuples restent. Et puis la France, en tant que pays, en tant que nation, n'a pas de problème à ce que
à ce qu'elle promeut le tourisme australien en plein cœur de Paris. Donc pour vous dire, les états d'esprit, il y a un problème, un problème entre la France, diplomatique bien sûr, enfin politique si on peut dire, entre la France et l'Angleterre. Mais les deux peuples continuent à vivre. Pourquoi nous, on doit fermer les frontières entre... En plus, on doit se créer un ennemi extérieur qui est le peuple marocain. Vous voyez, donc tout ça, c'est une volonté délibérée du pouvoir algérien, qui est un pouvoir qui se base sur la police politique, pour semer de la paranoïa. Et il faut savoir une chose, dans une société, pour que la police politique, d'une manière générale, survive, il faut de la confusion et de la paranoïa permanente. Et c'est ce que fait aujourd'hui le pouvoir algérien. Merci, Monsieur Zouaou Chemlour. Vous êtes militant politique. Merci d'avoir accepté de venir. Je vous donne le dernier mot, Monsieur Djabal Attar. Je voudrais ouvrir juste une parenthèse après ce que j'ai écouté de la part de mon compatriote. Il a parlé de fragilité. Moi, j'irai plus loin. Je parlerai de flou et de manque brièvement, s'il vous plaît, Monsieur Djabal Attar. Brièvement, nous arrivons à la fin de l'émission. Et je parlerai beaucoup plus de manque de transparence de ce qui se passe dans le sud algérien, en matière de richesse qui passent partout à travers les frontières algériennes. Voilà. Donc je terminerai pour adresser un message, que ce soit aux politiques actuels algériens ou à ceux qui auront en charge la politique algérienne à l'avenir dans une Algérie véritablement démocratique. De même que j'adresse le message aussi aux autorités occidentales et en particulier françaises pour leur dire que la communauté algérienne de France et de l'étranger, elle peut constituer un véritable relais de réconciliation des deux rives de la Méditerranée, que cela doit être pris en compte des deux côtés, que ce soit en Algérie comme en France ou en Occident. Parce qu'un jour ou l'autre, cette communauté, elle va s'organiser et elle va constituer cette force et vous ne pourrez jamais la contrôler. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Monsieur Djabal Attar. Vous êtes défenseur de la diaspora algérienne. Merci d'avoir accepté de participer avec nous sur Canal 22. C'est la fin de cet épisode. Nous allons prendre quelques jours de vacances. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à l'équipe technique pour ce jour, pour ce dernier jour avant les vacances. Je vous retrouve dans un nouvel épisode, une nouvelle thématique, mais toujours sur l'Algérie.